Nous poursuivons ce Lex Inside et on va parler de la CMOP avec mon invité Cyril Chatat qui vient de rejoindre le cabinet d'Oréane Avocat en tant qu'associé. Cyril Chatat, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que la CMOP? Alors la CMOP, c'est un outil de coopération qui a été créé par une loi de juillet 2014, qui est surtout qui vient permettre en fait aux personnes publiques de pouvoir nouer des partenariats avec des opérateurs privés dans le cadre d'une CMOP, donc qui en fait a à peu près le même statut qu'une SEM, à ceci près que contrairement à une SEM où il faut au moins 7 actionnaires, dans la CMOP il en faut au moins 2. Donc on a une collectivité et on a un opérateur, personne privée ou un groupe d'opérateurs, avec un but unique, comme l'indique le libellé même de la CMOP. C'est une société d'économie mixte à opération unique, avec un objectif qui est très, très précisé par la loi, donc les opérations d'aménagement, de construction, de production de logements, de mission de service public, dans une mission d'intérêt général. Voilà. Donc c'est un véhicule d'intervention des collectivités publiques, donc qui est assez orienté sur des opérations assez précises, avec un intérêt qui est assez fort pour la personne publique, c'est que par ce biais-là, ça lui permet de créer une structure dans laquelle elle est actionnaire, où elle garde la main, où elle peut bénéficier de l'apport de l'opérateur privé qui en général est un professionnel, et ça permet comme ça de construire des grandes opérations d'aménagement, de construction, tout ce qui est un peu trait, pour ce qui me concerne, à l'aménagement et à la production de logements. Donc on Voilà, voit donc c'est la CMOP, c'est un acteur public, une personne privée pour une opération unique, mais quels sont les avantages? Alors les avantages sont multiples. Le premier avantage, c'est que par ce biais-là, la personne publique, elle va passer un seul contrat, donc c'est une seule mise en concurrence, par laquelle elle va choisir la personne privée, donc qui va intégrer la CMOP qui est créée. Et second avantage, c'est la personne publique va garder la main dans le fonctionnement de la CMOP, quand bien même elle serait minoritaire, puisque la loi lui permet de détenir une minorité de blocage de 34% de part sociale, et ces 34% permettent à la personne publique, quand bien même elle serait minoritaire, de suivre l'opération, de donner les instructions, d'orienter l'opération d'aménagement. Alors typiquement, ça peut se traduire par un encadrement de la production de logements, par des modalités de vente, et puis effectivement, ça permet en concorde d'avancer sur une opération où la personne publique, par nature, n'a souvent pas la technicité pour réaliser ce type d'opération. Dans le cas d'une CMOP, quand bien même elle n'a pas la technicité, elle garde la main sur son opération auprès de l'opérateur Alors privé. justement, vous avez dit qu'elle gardait la main, qu'elle avait une minorité de blocage, mais concrètement, comment se répartissent généralement les parts entre actionnaires publics et privés? Alors, en pratique, pour les opérations que je suis, nous avons en général une participation, enfin une part capitalistique de la personne publique qui est de 34%. Alors, j'ai pas d'exemple aujourd'hui de part qui excède les 50%. En général, la personne publique, elle a entre 34 et 45%. Le reste appartient à la personne privée qui, quand elle intervient en groupement, peut aussi prévoir une sous-repartition des parts sociales. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a parfois des réticences de certaines collectivités qui ne savent pas trop comment va évoluer le contrat. Mhm. Un cas pratique, c'est une CMOP que j'ai suivie, c'est la CMOP de Châtenay-Malabry, où en fait, en cours d'opération, on a fait rentrer dans le capital de la CMOP la Caisse des dépôts, qui est venue récupérer 16% des parts qui appartenaient initialement à la personne privée. Mhm. Et donc on a obtenu une réponse ministérielle qui est venue expliquer comment, en cours de contrat, un partenaire pouvait entrer dans la CMOP sans qu'on ne puisse y déceler un changement d'objet ou une modification du but de la CMOP. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça pour illustrer ce qu'est une CMOP, l'exemple type de CMOP? L'exemple type de CMOP, je vais prendre l'exemple de Châtenay-Malabry parce que c'était la première CMOP d'aménagement d'Île-de-France, enfin de France plutôt. C'est une opération qui trouve son siège sur l'ancien site de l'école centrale. Donc quand l'école centrale a déménagé, la ville de Châtenay-Malabry a lancé une procédure de CMOP. Mon client a été désigné avec un objectif à 2027
de produire 2500 logements. On en a aujourd'hui à plus de 600 qui sont déjà sortis de terre. On a le siège de Lidl sur cette CEMOP-là. Donc les enjeux sont importants. Les enjeux sont importants, très importants. Donc on a été accompagné, ma cliente est accompagnée par des banques et l'évolution se fait de manière très fluide avec une collectivité qui est vraiment force de proposition dans l'opération, qui a demandé un séquençage de livraison d'immeubles, une modalité de cession. On est passé de ventes directes à des ventes en lot, à des bailleurs sociaux, à des investisseurs. Donc c'est vraiment un système qui aujourd'hui marche très bien, fonctionne très bien, malgré les premières réticences initiales, parce qu'on se demandait un peu ce que c'était que cet objet, cet ovni dans l'environnement. Alors vous dites que ça marche très bien, mais est-ce qu'il y a des limites quand même à cet outil ? Alors oui, enfin, il y a des limites, mais c'est des limites qu'on peut très facilement évacuer dès lors que la personne publique est très investie, est partie prenante, suit son opération. Alors, il y a une limite qui a été longtemps soulevée par les opérationnels et par les opérateurs du marché, qui était de dire que l'objet de la CEMOP était difficilement modifiable en cours d'exécution. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est une fausse limite, puisque Pourquoi ? de toute façon, dès lors qu'il s'agit d'un organe, enfin d'une structure d'aménagement, donc de toute façon, elle a un objet unique, mais cet objet unique, il appartient aux parties de la nourrir en amont de l'opération, en y prévoyant plusieurs séquences, plusieurs objets. Mais alors, ceci dit, les objets doivent être tous liés. Donc, si on est dans c'est au moment de la définition des besoins. Définition des besoins, voilà. Alors, à ce moment-là, la personne publique doit être très, très diligente, très efficiente sur ce qu'elle veut exactement. Mais une fois que l'objet est défini, c'est un obstacle qui n'en est plus en vérité. Alors, il y avait un seconde réticence des opérateurs, c'était le sort des contrats passés par la CEMOP en cours de réalisation de l'opération. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le principe de la CEMOP, il est assez simple au début. Donc, on a un contrat unique, il y a un opérateur privé qui arrive, il a une seule mise en concurrence au début, donc il est mis en concurrence pour intégrer la CEMOP. Donc, c'est très balisé. C'est très balisé. Donc, initialement, ce qui se fait très bien et ce qui fonctionne très bien, c'est que les opérateurs, ils arrivent en désignant leurs sous-traitants. Ça permet de faire un seul appel d'offres. La personne publique sait exactement qui interviendra dans l'acte de construire. Donc, elle a tous les sous-traitants fléchés. Donc ça permettait initialement d'avoir une seule mise en concurrence. La question s'est posée du sort des autres sous-traitants qui n'auraient pas été fléchés dans le cadre de l'appel d'offres. Effectivement, c'est là où il y a certaines réticences, puisque le Sénat, initialement, considérait qu'une fois que la CEMOP était créée, elle pouvait passer ses contrats sans mise en concurrence. L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif en disant non. S'agissant des sous-traitants, moi je vous renvoie aux règles de la commande publique. Depuis quelques années, enfin depuis 2 ans exactement, on commence à avoir des premières décisions sur cette problématique. Et c'est quoi les tendances ? Alors les tendances, c'est que les sous-traitants désignés, il n'y a pas de mise en concurrence pour eux une fois que la CEMOP est créée. Pour les autres sous-traitants, si l'opérateur se rend compte qu'il a besoin d'autres prestataires, à ce moment-là, il y a une mise en concurrence, mais le marché conclu est un marché privé soumis au Code de la commande publique. D'accord. Ce qui veut concrètement dire qu'on va passer un marché du Code de la commande publique, mais étant un marché public, on a toute une série de dispositions qui permettent d'engager une procédure assez légère pour ces sous-traitants qui arrivent après la constitution de la CEMOP. Ce qui fait qu'on arrive en fait à un mécanisme qui est assez fluide, qui fonctionne assez bien, puisqu'à ce moment-là, les opérateurs, ils ont une obligation à la commande publique qui est assez légère par rapport au marché public, parce qu'on parle de marché privé. Donc ça, c'est sur la partie contractuelle. Et puis sur la partie fonctionnement de la CEMOP, il y a une minorité d'ordre de blocage que j'ai cité tout à l'heure. Il y a les modalités de désignation. Dans une CEMOP, c'est la personne publique qui sera présidente du directoire, si c'est une CEMOP du directoire, président du conseil de surveillance. Donc elle garde la main. Elle garde la main jusqu'au bout de l'opération. Pour terminer, vous diriez que 10 ans après la création de cet outil, la CEMOP, c'est un outil efficace pour les politiques publiques ? Oui, c'est un outil très efficace. De mon point de vue, c'est vrai qu'il y a eu des réticences originelles, mais aujourd'hui, on est dans un schéma qui fonctionne assez bien. Et effectivement, là encore, tout dépend, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout dépend de la personne publique. Une personne publique diligente qui maîtrise ses besoins
pourra très bien fonctionner en CMOP sur une opération au long cours avec des enjeux importants, puisque c'est un dernier point qui me paraît intéressant à souligner, c'est que cette maîtrise de la personne publique, elle ne l'a pas que sur la phase opérationnelle, elle l'a aussi sur la phase d'investissement, de financement. Ça, c'est important. Voilà, sur les CMOP, on fait parfois appel à des banques. Dans certaines CMOP que je suis, on fait appel à des banques. Et la personne publique a son mot à dire sur le montant de l'investissement, le montant de l'emprunt qui est demandé. On a même certaines opérations où la personne publique est regardante sur la banque qui va investir. Donc, elle a une vue d'ensemble sur l'ensemble de l'opération, jusqu'à la sortie, jusqu'au bout du projet. Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie.